Bonjour à tous. Salut les amis, bienvenue sur La Charnière. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, un nouveau deep dive, une analyse en profondeur d'un club qui a une énorme échéance à jouer en Ligue des Champions et qui a souvent déçu au stade de 8ème de finale de la Ligue des Champions. Ce club performe bien cette saison pourtant. Ce club, c'est le Paris Saint-Germain. Donc on va se plonger pendant environ une demi-heure dans ce club en analysant leur tactique. Et donc je vous propose de vous installer, attraper un thé froid et puis un petit biscuit. Et puis je vous propose qu'on commence tout de suite. C'est parti. Le Paris Saint-Germain, les amis, un club qui, à bien des égards, nous divertit tous les ans, depuis notamment l'arrivée de cet homme, Nasser Al-Khelaifi, en 2011 avec sa société Qatar Sport Investment qui a racheté le Paris Saint-Germain et qui en a fait son projet principal en ramenant de grands noms du football. Ça a commencé par les entraîneurs, notamment Carlo Ancelotti qui est très vite parti du club. Puis ensuite s'en est enchaîné toute une valse. Les entraîneurs restent en général 1 voire 2 ans. C'était un peu ça avant tout ce climat toxique qui régnait autour de ce club. Quand je parle de noms, je pense évidemment aux joueurs. Vous avez ici la fenêtre de transfert 2022 où on se rappelle le Paris Saint-Germain réalise les gros coups de faire venir Lionel Messi, Sergio Ramos. Ceux-ci succèdent d'ailleurs aux arrivées de Kylian Mbappé, de Neymar. Voilà, tous ces joueurs stars qui s'étaient pour la plupart du temps fait un gros nom ailleurs, n'ont jamais su vraiment performer au Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le club, et ce depuis 1 an, s'est tourné vers un tout nouveau projet sportif qu'on va détailler dans cette vidéo. Cette nouvelle ère, ce nouveau projet a été symbolisé par la prise d'un nouveau coach également, Luis Enrique, grand nom du football espagnol et également entraîneur ayant réalisé de grandes choses, notamment au Barça avec qui il a gagné la Ligue des Champions en 2015. Il a tout de suite amené une nouvelle politique au sein du club, notamment le fait de ne plus avoir de joueurs stars dans son effectif et d'avoir tous les joueurs sur un pied d'égalité. Tu as parlé de Messi et de Neymar précédemment, qui ont tous les deux quitté le club. Le dernier en date, c'est Kylian Mbappé, forcément le centre du projet, c'est comme ça qu'on nous l'avait vendu en tout cas durant les 5-6 dernières années, qui a quitté le PSG l'été passé pour rejoindre le Real Madrid. Je trouve que ça a vraiment été le dernier gros tournant du côté de la politique de transfert du PSG. Ouais, c'est clair que Mbappé, c'était comme tu dis, la figure de proue de ce projet. Nasser a fait des pieds et des mains, il a remué ciel et terre pour le faire prolonger, année après année. Je pense qu'il a réussi quand même à le faire rester le plus longtemps possible. Voilà, il est parti uniquement à l'été 2024. Mbappé, depuis qu'il est arrivé au PSG en 2018, c'est devenu la star. Il a causé beaucoup de problèmes extrasportifs forcément, lui qui a su performer même au-dessus de Neymar, lui qui a toujours réclamé plus de responsabilités, d'être ce centre justement. Il incarnait, comme tu dis, cette dernière star un peu pour moi je pense, et c'est pour ça que malgré le fait qu'il aille jouer une saison sous Enrique, il est désormais parti pour faire place à de tout nouveaux joueurs. Voilà les amis, vous avez sous les yeux la fenêtre de transfert sur cette saison justement 2024-2025. Avec des arrivées, on voit que c'est vraiment plus le même type de joueur qui est visé. Auparavant, on avait des joueurs qui étaient arrivés pour des sommes tout simplement énormes, ou alors en fin de contrat, mais voilà, qui étaient plutôt sur une fin de carrière. Là, les 5 joueurs que vous avez sur votre gauche, c'est que des joueurs très jeunes et qui ont été pris pour des sommes beaucoup plus raisonnables, des 40, 50, 60 millions. Quant à l'inverse, on a les départs de Kylian Mbappé, de Xavi Simons, Ugarte, Colomboigny. C'est des joueurs qui ont comme point commun qu'ils ne voulaient plus forcément jouer à Paris et que Luis Enrique ne voulait plus dans son équipe également. Donc je pense que cette restructuration a été très bien faite. On a visé des joueurs à toutes les lignes qui ont été pris. Et à l'inverse, justement, les joueurs qui n'avaient pas forcément leur place dans ce nouveau projet de Luis Enrique sont partis. Et c'est ça qui fait que je pense qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a un effectif cohérent qui lui permet de pratiquer son football dans les bonnes conditions. Ouais, clairement. Et puis aussi, c'est des joueurs qui n'ont pas fait leur nom ailleurs. Kvaratskhelia, ok, il s'est fait un nom à Naples, mais c'est un joueur qui n'a pas passé ce step encore de jouer dans un top club européen. Et qui a que 23 ans. João Neves, il est très jeune, il a que 19 ans. Désiré Doué, pareil. Pacho, on ne le connaissait pas vraiment du côté de l'Eintracht Francfort. Donc c'est des joueurs qui doivent se montrer au PSG et qui vont écrire leur légende au PSG surtout. Tout ça, comme tu l'as dit, ça a été fait de manière intelligente, ce qui a permis au PSG de réaliser une bonne saison jusqu'ici. Ils sont premiers en Ligue 1, 0 défaite. La seule équipe sur les 5 grands championnats européens à n'avoir pas encore perdu. Ils sont largement premiers. Ils ont 16 points d'avance sur l'OM. En Ligue des Champions,
que dire en Ligue des Champions ? Ils ont été un peu moins en forme, surtout au début de saison. Je dirais une compétition à 2 vitesses. Jusqu'à la J5, le Paris Saint-Germain, voire la J6 il me semble, était hors du top 24 et tout le monde les voyait déjà potentiellement éliminés. Voilà, tout ça s'est fait au prisme de plusieurs éléments. Moi je dirais que déjà ils avaient un tirage très compliqué. Ils ont joué des gros matchs, ils ont dû se déplacer au Bayern, ils ont dû se déplacer à Arsenal, réception City. Voilà, tout ça, ça a fait qu'ils se sont retrouvés dans une situation compliquée. Malgré tout ça, c'était quand même assez notable que le Paris Saint-Germain proposait un très bon football. Il générait énormément d'occasions, mais n'arrivait pas forcément à les finir. Et ça a été, je dirais, le gros point noir justement de ce début de saison du Paris Saint-Germain. Mais voilà, depuis le début de l'année, depuis 2025, le Paris Saint-Germain monte en puissance, ce qui fait que voilà, ils ont réussi à aller chercher ce top 24. Ouais. Ils ont gagné haut la main leur barrage contre Brest, 10-0 aller-retour. Oui. Et comme tu l'as dit avant... Et ils se retrouvent maintenant à devoir affronter le Liverpool, qui va être un 8ème de finale très très chaud. Mais on va avoir le temps d'en reparler. D'ailleurs, on en a déjà parlé dans notre vidéo des pronostics, mais on va avoir le temps d'en parler en fin de vidéo. Donc ouais, le PSG qui a su quand même se qualifier finalement. En ayant augmenté significativement son niveau de jeu sur l'année 2025, sur les derniers matchs de cette phase de Ligue. Et puis comme on l'a dit en Ligue 1, ils sont vraiment largement premiers, tout se passe pour le mieux. Et pour un dernier petit point Coupe de France, ils sont en demi-finale, ils vont affronter Dunkerque. C'est ça. Voilà, évidemment le Paris Saint-Germain devrait aller au bout de cette compétition, mais c'est vrai que pour le moment ils ont joué des adversaires d'ailleurs assez faibles, hein, si on regarde le Stade Briochin en quart de finale. Ils jouent Dunkerque, c'est Reims-Cannes, voilà, donc... vraisemblablement que le PSG devrait aller au bout de cette Coupe de France. Voilà, une saison pour le moins totalement réussie jusqu'à présent. Maintenant qu'on a fait le petit point comptable de la saison du Paris Saint-Germain jusqu'ici, comment jouent-ils ? Comment ont-ils fait pour réaliser une auto-bonne saison jusqu'ici ? Vous avez la composition sous les yeux. Donnarumma toujours dans les buts, qui alterne le bon et le moins bon, mais qui est plus ou moins régulier cette saison pour le moment. Marquinhos toujours là, le capitaine du Paris Saint-Germain. Pacho, nouvelle recrue qui venait de l'Eintracht Francfort, qui réalise une saison qui s'est imposée directement comme titulaire, qui est très très solide. Les deux pistons presque, les deux latéraux que l'on connaît bien, Hakimi et Nuno Mendes, qui apportent beaucoup offensivement. Le milieu de terrain avec Vitinha, Fabien Ruiz et João Neves. Et l'attaque qui tourne beaucoup, Barcola, Dembélé, Désiré Doué, il y a aussi Kvaratskhelia qui joue pas mal, Gonzalo Ramos parfois, Marco Asensio avant qu'il ne parte à Aston Villa. Voilà, le PSG alterne beaucoup en attaque et c'est l'une de ses forces. Les joueurs et les attaquants du Paris Saint-Germain peuvent évoluer à plusieurs postes différents. Absolument, on peut qualifier ça vraiment de polyvalence. En fait, ils ont beaucoup de joueurs au profil extrêmement... qui peuvent jouer à plusieurs positions tout simplement. Vous avez ici à l'image Kanginli et Désiré Doué, qui sont deux joueurs en fait qui permettent au Paris Saint-Germain de vraiment, je dirais, être dangereux dans plein de configurations différentes, de pouvoir également aussi varier son approche selon ce que demande le match. Vous avez ici justement la page de Désiré Doué, où vous pouvez voir juste ici à quel poste il a joué. Donc on voit que par exemple il a joué 6 matchs à gauche, il en a joué 5 en tant que milieu offensif, 1 à droite, il en a joué même 1 au milieu de terrain, et même un en BU. Ouais. Donc voilà, on voit qu'il a été un peu baladé partout. C'est également le cas justement du sud-coréen Kang In-lee, qui joue essentiellement à droite 7 matchs, mais qui a joué aussi par exemple 5 matchs dans l'axe. Donc justement, ça rejoint ce que tu disais. Luis Enrique a à sa disposition des joueurs extrêmement polyvalents, je pense même à Fabien Ruiz par exemple. Enfin, beaucoup de milieux qui peuvent jouer en attaque, ou alors d'attaquants qui savent redescendre au milieu. Et ça c'est excellent, parce que c'est exactement ce que Luis Enrique va rechercher pour pratiquer son football. Très technique en fait, c'est beaucoup de joueurs assez fins techniquement comme ça, qui allient des qualités qui leur permettent de s'exprimer autant bien au milieu de terrain qu'en attaque selon justement la configuration de certains matchs. Ouais, et puis c'est aussi pour ça qu'il joue sans numéro 9, c'est pour que les joueurs puissent dézonner, puissent parfois se retrouver à droite, à gauche, mais autant au centre, etc. Et c'est pour ça qu'il ne joue pas avec des joueurs qui peuvent jouer qu'à un seul poste et dézonner en match. Si je pense par exemple au Bayern Munich, club qu'on suit beaucoup, on va jamais retrouver un Harry Kane jouer à droite ou à gauche. Absolument. Il joue tout le temps dans l'axe. Et c'est une des grandes forces du PSG de pouvoir faire en sorte que ces joueurs jouent à plusieurs postes différents. Ouais. Et c'est notamment le cas d'Ousmane Dembélé, la révélation de cette année 2025, joueur aux qualités indiscutables, mais qui était quand même il n'a pas forcément 100% convaincu depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Non. Mais là, depuis le début d'année 2025, que dire de ce joueur ? Il a acquis un nouveau rôle, un nouvel outil à sa palette technique.
Ousmane Dembélé, qu'on va retrouver ici dans l'effectif du Paris Saint-Germain, en bas dans les attaquants. Il a un nouveau rôle sous Luis Enrique. On l'a dit, Luis Enrique qui joue sans numéro 9. Et Ousmane Dembélé qui a pris du coup ce rôle et qui joue même devant dans la rotation devant Gonzalo Ramos. On voit ses statistiques cette saison. Que dire de ses statistiques pour Ousmane Dembélé? Il nous avait jamais habitué à ça. 22 matchs, 18 buts, 5 passes D. Il est décisif en Ligue 1 plus d'une fois par match. Ouais. Et du coup, on l'a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure. On dirait un peu les statistiques d'un Kylian Mbappé, par exemple. Exactement, il a su élever son niveau et on voit que Dembélé, qui est habituellement un pur ailier droit, il a joué 12 matchs ailier droit, il en a joué également 5 au poste de numéro 9. Mais ces 5 matchs qu'il a joué au poste de numéro 9, c'est essentiellement depuis qu'il a été replacé. On voit ici début de saison, ailier droit, premier match de la saison, il a joué ailier droit tout le long de la saison, il a joué un match ici contre Marseille au poste d'avant-centre, et depuis quelques matchs, depuis janvier 2025, donc depuis un mois et demi à peu près, il joue attaquant de pointe. Et ça correspond notamment, cette période, au fait qu'il ait marqué énormément de buts. C'est clair. Plus d'une quinzaine de buts, je ne sais pas exactement combien, mais entre 15 et 20 buts, juste en 2025. C'est des statistiques impressionnantes. Ça, c'est seulement la Ligue 1. Ça, si on va voir sur sa page de Champions League. On va sur la Ligue des Champions et on voit que, notamment le barrage dont tu as parlé tout à l'heure, où ils ont exterminé le stade brestois, il a joué les 2 matchs contre Brest, ici, au poste d'avant-centre. Et c'était déjà le gars le 4 contre Stuttgart. Oui, le retour contre Stuttgart. Il a marqué triplé contre Stuttgart, doublé contre Brest au match aller. Il n'a pas su être décisif au match retour, malheureusement. Mais voilà, Dembélé, véritablement un nouveau rôle dans ces débuts d'année 2025 dans lequel il s'épanouit à merveille, il plante beaucoup et il fait le bonheur de Luis Enrique. Et lui-même l'a souligné d'ailleurs en interview, ce nouveau rôle lui plaît parfaitement et ça lui permet en fait d'exprimer des qualités que je pense lui-même ne pensait pas avoir. On sait qu'Ousmane Dembélé il est très connu pour sa qualité d'élimination, de percussion, moqué pour sa finition, mais voilà, le fait d'avoir, en fait il a même souligné énormément ce que j'aime beaucoup autour d'Ousmane Dembélé, c'est qu'il a souligné surtout le fait que en fait, ses coéquipiers le mettent dans des dispositions géniales et qu'il a dit, je cite, j'ai plus qu'à finir en gros. Ouais. Et ça c'est pas mal parce que ça fait que peut-être que avant Ousmane Dembélé, pourquoi il ratait autant? Mon hypothèse à moi c'est que souvent c'était un gars, il devait avant de se procurer une occasion sprinter sur 30 mètres, avaler les grands espaces, alors que là il se retrouve des fois à mettre pas des tapines mais à devoir par exemple récupérer un ballon que Barcola aura porté lui 30 mètres sur la ligne de touche. C'est vrai. Donc je pense que c'est le Paris Saint-Germain a trouvé là quelque chose de très bien, Luis Enrique, comme quoi il faut laisser du temps des fois à certaines idées. On sait que beaucoup d'observateurs étaient réticents au fait de voir le Paris Saint-Germain jouer sans numéro 9. Et on a parlé surtout de polyvalence, moi j'ai envie de conclure là-dessus. Ce qui est très bien, c'est que même lors de matchs où Luis Enrique veut quand même mettre Gonzalo Ramos, qui lui est un numéro 9, Ousmane Dembélé peut jouer à droite, et ça va aussi, quelque part. Complètement. Donc ça permet tout simplement à l'attaque parisienne d'être assez imprévisible, je trouve, d'avoir beaucoup de cordes à son arc, et clairement ça marche du feu de Dieu en ce moment. Les amis, maintenant plongeons-nous dans la tactique. Comment joue ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique sur le terrain? Alors, pour commencer, on va parler du build-up de la phase de construction avec ballon. Comme beaucoup d'équipes en 2025, il procède en 3-2-5 avec un latéral qui descend rejoindre sa charnière, en l'occurrence c'est Nuno Mendes pour le Paris Saint-Germain, 2 milieux de terrain que sont ici Fabian Ruiz et Désiré Doué, et enfin une ligne de 5 attaquants qui vont occuper les 5 couloirs de jeu guardioliens avec un latéral, en l'occurrence Achraf Hakimi, qui va également rejoindre la ligne d'attaque. Effectivement, Hakimi a un rôle très offensif dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Au contraire de son compère Nuno Mendes, qui était sous Galtier par exemple, presque un piston, presque un ailier gauche également. Ouais, il jouait 3-4-3 sous Galtier, donc c'était clairement un piston. Ouais. Et puis maintenant il a plus ce rôle défensif, de construction. Et c'est Hakimi qui monte beaucoup, comme on peut le voir là-bas. C'est lui qui prend la largeur à droite et qui est chargé souvent cette saison de terminer les actions. Absolument. Comme on peut le voir ici contre Lyon. Le jeu se déroule à gauche, mais Hakimi est très très haut sur l'aile droite. Ce qui fait que quand le centre de Barcola passe devant tout le monde, Hakimi est là dans la surface, alors qu'il est latéral droit à la base. Il est dans la surface pour terminer l'action du Paris Saint-Germain et permettre au PSG de mener 1-0 contre Lyon. Il a mis beaucoup de buts cette saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, et c'est une très grande force du PSG. En parlant de force du Paris Saint-Germain, ils ont plusieurs manières de se créer des occasions. La première que je dirais, c'est qu'ils arrivent
à concrétiser leur phase de possession dans les petits espaces. On voit souvent, et ça a été une critique par exemple de l'Espagne à l'Euro 2021, que les possessions sont souvent stériles dans les équipes qui jouent vraiment pour avoir la balle. C'était notamment le cas des équipes de Luis Enrique. Oui, qui a été assez critiqué pour ça, notamment quand il était justement sélectionneur de l'Aurora. Complètement. Mais le Paris Saint-Germain, c'est pas le cas. Quand ils ont la possession, ils arrivent à se créer des occasions. Ici, on voit par exemple Ousmane Dembélé qui combine justement avec Hakimi, qui réussit dans les petits espaces à combiner les deux et à créer une brèche. Et qu'est-ce qui permet de créer des occasions avec une possession autant longue? C'est le fait que les milieux de terrain ont des dépassements de fonction. On le voit ici, Fabien Ruiz qui va faire une course dans la surface, qui va permettre à Ousmane Dembélé de créer ce décalage. Fabien Ruiz qui va pouvoir centrer en retrait et du coup et amener un surnombre dans la surface pour João Neves qui va tenter de terminer. Malheureusement c'est arrêté par Lucas Chevalier, magnifique arrêt, mais c'est comme ça que le PSG se crée la plupart de ses occasions. Un autre exemple, ici, le PSG arrive à battre souvent, ce n'est pas une possession stérile parce qu'ils arrivent à battre les adversaires par des passes, à éliminer par la passe. Et également on voit la densité de joueurs ici aux abords de la surface qui permet également d'avoir un nombre de possibilités énormes à l'approche des 16 mètres adverses. Voilà, ça crée du décalage. Gonzalo Ramos qui va pouvoir trouver à nouveau João Neves, on le voit qui est considéré comme un milieu qui bosse beaucoup défensivement, etc. Mais il se retrouve souvent dans la surface, qui va pouvoir décaler à son tour Ousmane Dembélé, qui finit, on ne sait pas comment maintenant, il a trouvé l'intérieur de son pied, il sait finir plat du pied, sécurité comme on appelle ça. Voilà, donc le PSG arrive facilement à se créer des occasions par le fait que ces joueurs, que les joueurs de Luis Enrique ne sont pas radins dans les efforts, ils font des courses, ils font des dépassements de fonction qui leur permettent du coup d'amener de la supériorité numérique dans la surface de réparation. Et puis ils ont également d'autres armes que je te laisse expliquer. Ouais, bah déjà tu fais très bien de souligner ça, c'est vraiment le fait que ce Paris Saint-Germain est électrifiant. On a vraiment 11 électrons sur le terrain qui courent en permanence, qui font énormément, comme tu dis, ne rechignent pas à faire les efforts, que ce soit avec ou sans ballon, et qui, justement, à la récupération de la balle, se projettent extrêmement vite. Là, nous sommes au déplacement face à Stuttgart, en Ligue des Champions. On voit le Paris Saint-Germain qui est dans sa surface, qui récupère, et tout de suite, ça va aller très très vite. C'est Vitinha, ici, qui distribue un ballon. On voit qu'on se projette très très vite, très vertical. On va chercher la profondeur. Regardez-moi la ligne, en l'occurrence très haute, de Stuttgart. Ouais. On va jouer sur la qualité de ses ailiers, Bradley Barcola ici, qui va courir, manger la ligne et littéralement enterrer le défenseur. Je ne sais pas son nom ici, mais ça vaut mieux pour lui. Regardez-moi cet espace ici, voilà, petite passe. Encore une fois, Ousmane Dembélé, grand finisseur qu'il est devenu, qui ne tremble pas. Donc le Paris Saint-Germain procède énormément par contre-attaque quand ils partent très bas sur le terrain, et ce dû notamment grâce à sa très grande force verticale et à la vitesse, la vivacité de ses attaquants. Les récupérations, elles se font également assez hautes sur le terrain, de par un pressing qui est instauré assez haut. On voit ici, tous les joueurs, en fait, à part les défenseurs, sont sans ballon dans la surface, dans la partie adverse du terrain. Et ça va donner, regardez, dès qu'on a la récupération ici, il me semble que c'est d'ailleurs Zahir Emery, donc tous les joueurs qui vont se projeter directement dans la verticalité. Et encore une fois, voilà, des petites combinaisons dans les espaces que tu as détaillé avant, et ça va finir par un but de qui, mesdames et messieurs? Ousmane Dembélé, pleine lucarne, qui vient finir ça dans un tout grand match. Le pressing, il s'opère en fait sous différentes formes. Oui, aussi. Sous différentes formes. T'as bien fait de parler de pressing haut. Ça, c'est un autre exemple contre Monaco. C'était le week-end, il y a 2-3 semaines. On voit le pressing très très haut et très très dense du Paris Saint-Germain, qui n'hésite pas à laisser dans son dos des joueurs seuls ici, entre la ligne défensive et la ligne du milieu de terrain, mais qui va presser très très haut le porteur de balle. Ça permet d'enfermer comme ça, d'encercler les adversaires et de récupérer la balle haute. Donc voilà, après ça peut se projeter très 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 rapidement. Les joueurs qui foncent vers le but adverse, et on voit ici le latéral gauche de Monaco qui est vraiment en retard sur Ousmane Dembélé ici et Kvaratskhelia ici. Kvaratskhelia qui peut être trouvé du coup dans la surface. Et là, il mange le défenseur qui finit sur le cul. Voilà, sur le cul. Kvaratskhelia qui peut terminer l'action. Et c'est vraiment une autre force de ce PSG qui, autant en attaque placée, arrive à trouver des espaces et à rendre sa possession non stérile, à faire une possession efficace.
autant en contre-attaque et lors de phases de transition offensive, ils arrivent à être très verticaux et ils arrivent à créer des occasions à partir de récupération de balles, pas seulement au terme de longues possessions, comme ça pouvait être le cas lors des précédents mandats de Luis Enrique avec des équipes comme l'Espagne ou comme le Barça. On a parlé de différentes formes de pressing, quand les joueurs du Paris Saint-Germain resserrent des joueurs dans leur étau, mais là on est face à la réception de Manchester City et on voit que le Paris Saint-Germain en fait quadrille le terrain de manière assez remarquable. Chaque joueur à son joueur tout simplement. Bon, là on est sur un marquage assez individuel, mais ça permet vraiment qu'on voit City qui bégaye malheureusement comme souvent cette saison à la construction. Les joueurs du Paris Saint-Germain ne s'y trompent pas, ils ont chacun leur joueur prêt à bondir et c'est vrai qu'on se retrouve rarement finalement. On sait que c'est un plan de jeu qui peut être assez risqué, mais en fait ils sont tellement dans l'énergie que c'est trop dur des fois de sortir de ce genre de séquence. On a regardé le match contre Lille ce week-end par exemple, et c'est vrai que c'était vraiment l'impression que ça donnait. Le Paris Saint-Germain étouffe véritablement ses adversaires de par cette pression. Donc voilà, on a détaillé beaucoup d'angles de jeu très positifs. Moi je dirais que pour conclure là-dessus déjà, on avait des craintes par rapport à Luis Enrique, comme tu dis. Va-t-il réinstaurer ce jeu très ennuyant par moment qu'il avait avec l'Espagne? Non, finalement il a fallu laisser un peu de temps avec Lucho, et on voit que ça donne quelque chose d'intéressant. Maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on a fait toutes les louanges de ce nouveau projet de jeu de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, on a quand même noté des limites, forcément, il y en a dans toutes les équipes. La première, ça peut paraître tout bête, mais c'est la défense des coups de pied arrêtés, qui a déjà fait défaut au Paris Saint-Germain sur cette saison, notamment dans des gros matchs. Ici, déplacement à l'Allianz Arena où le Paris Saint-Germain joue un match crucial qu'il perd 1-0 sur une sortie très hasardeuse et tout simplement une bourre de Savonov ici qui va coûter justement ce but et donc le match au Paris Saint-Germain. Et quand c'est pas Savonov, c'est Donnarumma. On connaît également sa perméabilité sur ses sorties. En l'occurrence, je pense que sur cette action, le latéral qui est ici Nuno Mendes est peut-être plus à blâmer, mais justement dans la défense des coups de pied arrêtés en fait, souvent on est un petit peu apathique, les sorties des gardiens sont compliquées, et même en Ligue 1 ça arrive souvent, on laisse un joueur seul, le Paris Saint-Germain prend des buts bêtes là-dessus, et dans des gros matchs comme ceci, ça peut clairement porter préjudice. Maintenant pour la suite, je dirais qu'il y a aussi d'autres choses. Oui, et puis tu fais bien de parler des coups de pied arrêtés, parce que je me souviens que par exemple le match aller en Ligue des Champions contre le Stade brestois, Brest touche le poteau à un moment donné sur corner, chaque corner était dangereux, donc c'est clairement un axe d'amélioration. Mais c'est pas le seul. Parfois, la protection de surface n'est pas bien assurée. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain est très fort quand il s'agit d'aller presser haut. Ils mettent beaucoup d'énergie à le faire, etc. Et ça leur permet de se créer beaucoup d'occasions. Ils sont très forts là-dedans. Mais quand il s'agit de défendre plus bas, souvent il y a des complications. Ici, on voit une énorme poche d'espace à l'intérieur même du bloc parisien, qui est pourtant assez compact. C'était contre Monaco, ce qui va permettre aux joueurs de Monaco de trouver cet espace-là et de permettre à Denis Zakaria d'aller marquer, de battre Donnarumma. Un autre exemple, c'est contre l'OL le week-end passé, ou il y a 2 semaines, je me souviens plus, mais bref, ça ne change pas grand-chose. Le Paris Saint-Germain qui a un peu de peine avec sa protection de surface. On voit ici, il y a beaucoup de joueurs de l'OL, et les milieux de terrain ici qui devraient suivre, du coup, le Tolisso par exemple, qui est aussi un milieu de terrain, si on parle de marquage individuel, sont en retard, et surtout l'alignement n'est pas bon. On voit ici, ça fait un triangle, ça permet à Tolisso d'être trouvé au premier poteau, et de battre Donnarumma, qui ne peut là pour le coup strictement rien faire. Mais ouais, la protection de surface est souvent mal assurée, et c'est également, avec les coups de pied arrêtés, un axe d'analyse et un axe sur lequel devrait travailler Luis Enrique. Et puis il y en a un dernier, mais qui n'est pas vraiment, disons, travaillable défensivement, tactiquement. C'est tout simplement leur problème au poste de latéral gauche. Ouais, tout à fait. Nuno Mendes qui a des qualités offensives indiscutables et qui, justement, dans son nouveau rôle défensif, souffre un peu. Parfois, notamment face à de grands ailiers que sont en l'occurrence Lamine Yamal lors du déplacement à Barcelone, ou encore on se rappelle tous de ce match où Nuno Mendes a littéralement mangé la pelouse face à Jadon Sancho. C'est compliqué pour Nuno Mendes. Hakimi est en fait moins exposé, je pense, du fait qu'il soit plus haut. Donc ça fait qu'on va justement moins souvent le voir dans des situations de 1 contre 1 face à un ailier. Oui. Donc voilà, ça risque d'être compliqué, d'autant que Nuno Mendes aura cette semaine un client face à lui, Mohamed Salah. Donc voilà, comme tu dis, ça c'est compliqué parce que Nuno Mendes c'est quand même un joueur
honnêtement, il est bon. Mhm. Il est quand même, voilà, je pense que je vois pas le Paris Saint-Germain changer de latéral gauche. Non. Il va peut-être devoir un peu progresser dans ce secteur-là de son jeu. Mais ils peuvent bosser dessus tactiquement parce que les latéraux qui sont pas bons défensivement, il y en a de plus en plus à l'heure actuelle. Ouais, Je beaucoup. pense à Arnold du côté de Liverpool. Il faut juste que Luis Enrique arrive à mettre en place une tactique qui l'expose moins. On parle souvent d'Arnold à Liverpool en disant ouais, mais quand Liverpool va presser haut et arrive à instaurer ce pressing où les latéraux ne sont pas exposés, eh ben Arnold, on voit moins ses carences et il est moins mis en difficulté. Il faut qu'en fait le PSG réussisse à protéger tactiquement, si on veut, Nuno Mendes, et c'est là qu'il souffrira le moins. Mais c'est clair que quand il se retrouve dans des situations de 1 contre 1 pure défensive, c'est vrai que c'est pas le meilleur défenseur. Ouais. Mais je pense juste que dans le football moderne, voilà, les latéraux sont presque des ailiers aujourd'hui, et ça veut dire que les plus grands tacticiens aujourd'hui ont consenti, je pense, au fait que les latéraux ne soient plus finalement des garanties défensives. Ça se fait de plus en plus rare. Donc voilà, moi je pense que il va juste falloir être solide dans les gros matchs pour Nuno, mais j'ai pas trop de doute quand même, c'est encore un joueur jeune, il peut même progresser sur certains points. Voilà, donc on a voulu mettre en lumière quelques limites du projet de jeu parisien, parce qu'il y en a forcément. On n'a pas mis le manque de numéro 9, je pense que c'est un choix qu'on a décidé de par le fait tout simplement que le projet de jeu évolue dans le bon sens, qu'il arrive à une certaine forme de maturité. La prise de Gvara va aussi dans le sens plutôt du bon. On va continuer à jouer avec ces attaquants qui ont plutôt des profils d'ailier, mais qui savent justement faire parler leur polyvalence au bien du collectif, comme Ousmane Dembélé notamment. On a Gonzalo Ramos, qui est quand même un neuf jeune, qui a des qualités, qui peut justement rendre des services à ce poste-là. Donc voilà, je pense que c'est plus forcément le problème. Le problème du début de saison où le Paris Saint-Germain était très inefficace a été largement réglé. Il marque beaucoup. Donc voilà, Robin et moi, on a décidé de ne pas solliciter cet angle-là. Mais ça vient conclure cette analyse tactique, les amis. On va passer tout de suite à la séquence pronostic. Petite séquence pronostic, les amis, sur les quelques mois, les 3 mois qui restent au Paris Saint-Germain de compétition pour cette saison 2024-2025. On va passer rapidement sur la Ligue 1 et la Coupe de France. Personnellement, je vois le PSG aller chercher une énième Ligue 1. Ils ont toujours pas perdu, comme on peut le voir ici. Ils sont premiers, 16 points d'avance sur l'OM, malgré un match en plus, effectivement. Mais voilà, ils sont tellement au-dessus, ils ont déjà battu tout le monde. Coupe de France, c'est un peu pareil. Il reste qu'une seule équipe de Ligue 1. Ils ont des adversaires vraiment à leur portée, hein, donc voilà, je les vois aller chercher un doublé national. Je serais étonné de t'entendre dire quelque chose d'autre que ça, mais dis-moi seulement. Alors, pour moi, le Paris Saint-Germain n'ira pas chercher la Ligue 1. Je vois une surprise, je vois l'Olympique de Marseille le faire. Non, je rigole évidemment. Le Paris Saint-Germain est 10 fois au-dessus de son championnat cette année. Moi, je pense que ces dernières années, ils avaient perdu un peu de cette aura. On sait que le Paris Saint-Germain, avant, c'était un peu le monstre invincible pour les autres équipes de Ligue 1. C'était moins le cas, maintenant, ils le reviennent gentiment. Il y a quand même la réception de l'ennemi juré, l'Olympique de Marseille, dans 2 semaines, mais pour moi, c'est vraiment un match de prestige, rien de plus. Le Paris Saint-Germain a beaucoup trop d'avance, ils n'ont pas fait une défaite, voilà. Ils n'ont pas fait dans la dentelle, et je les vois aller au bout. Pourquoi pas aller chercher le titre en tant qu'invincible? Oui, ça c'est un truc qu'ils n'ont pas fait sous Ils l'ont jamais fait, Ils l'ont jamais fait, donc ça peut être un objectif. Ça peut être un objectif pour Luis Enrique de continuer à motiver ses joueurs jusqu'à la fin de saison. Mais ça, tu vois, on a parlé dans tout début de vidéo pour faire vite fait la transition. Avant, c'était des stars. Je pense que des fois, c'est quand ils avaient déjà acquis le titre de Ligue 1 ou que c'était quasi fait, ils se mettaient à jouer un peu sur courant alternatif. C'est vrai. Alors que là, vu que c'est que des jeunes, justement, qui doivent faire leur nom au Paris Saint-Germain, c'est pour ça, pour moi, que je les sens concernés à chaque match. Même un déplacement, si je dis n'importe quoi, au Havre, et tout le monde est concerné. Et ça fait que, justement, je pense qu'ils peuvent aller chercher cette invincibilité. De même en Coupe de France, même si c'est des petites équipes, concernées à chaque fois, ils n'ont pas fait dans la dentelle face au Stade Briochin, 7-0. Donc voilà, moi je les vois, comme tu l'as bien dit, doublé national, ça ne fait aucun doute. Et pour parler du Stade Briochin, ça illustre parfaitement ce que tu viens de dire concernant la dalle que les joueurs ont. Déjà, la plupart n'ont pas gagné la Ligue 1. Si on parle de Désiré Doué, de Bradley Barcola, Bradley Barcola l'a gagné l'année passée, mais des joueurs comme ça, même Kangin Lee, c'est des joueurs qui ne l'ont gagné 1 ou 2 fois. C'est pas des gars qui sont habitués à gagner, donc ils vont avoir la dalle. Et tu parlais du Stade Briochin, l'entraîneur a dit en conférence de presse d'après-match, il a dit oui, même à 6-0, ils continuent de venir nous presser, ils nous ont respectés jusqu'au bout. Ils ont joué le coup à fond jusqu'au bout, même contre une équipe de division inférieure. Donc voilà, ça illustre pas mal ce que tu viens de dire, et pourquoi pas du coup faire cette saison invincible. Maintenant, ce qui nous intéresse. Voilà, c'est pas leur saison ne va pas être jugée en fonction de ce qu'ils ont fait en Ligue 1.
Ils ont un match cette semaine, mercredi. Et pas des moindres. PSG-Liverpool, voilà. On en a déjà parlé dans notre vidéo pronostic de Ligue des Champions. On a fait 10 petites minutes dessus. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Pour faire l'affaire très courte, je vois légèrement Liverpool passer. Il me semble que j'avais dit 55-45. C'est ça. Et toi, tu avais dit 51-49 pour le Paris Saint-Germain. Très bonne mémoire. Voilà. Je vais m'expliquer pourquoi. Oui. Je vais d'abord faire mon petit parcours. Après, je te laisserai expliquer aussi pourquoi tu ne les vois pas passer. Bon, moi, je les ai mis très légèrement favoris pour la simple et bonne raison que c'est l'équipe la plus en forme pour moi du moment sur le continent européen, face à l'équipe la plus forte sur le continent européen depuis le début de saison. Donc voilà, énorme match en perspective. Si le Paris Saint-Germain le fait, ça serait Aston Villa ou Lille en quart de finale, et je les vois passer sans trop de difficultés, peu importe l'adversaire. Ce qui nous accompagne, ce qui nous emmènerait directement en demi-finale. À ce moment-là, dur de se projeter parce qu'on ne sait pas qui va passer d'ici là, mais ça sera de toute façon un gros adversaire, que ça soit Arsenal, le Real Madrid, l'Atlético, peu importe. Voilà, moi je les vois aller, je vais dire une demi-finale, comme l'année passée, mais comme je pense que tu vas le dire, étant donné que le projet de jeu va dans le bon sens pour moi, c'est pas comme avant le Paris Saint-Germain qui sortait, tout le monde les vannait parce qu'ils avaient les plus gros joueurs. Non, là on est vraiment dans une construction, et je pense que le Paris Saint-Germain, je les vois beaucoup plus gagner Ligue des Champions dans 5 ans que avant. Oui, complètement, et c'est pour ça que je vais dire un peu la même chose que toi. Moi, je pense qu'il faut laisser le temps à Luis Enrique, étant donné qu'on voit que ça part dans le bon sens. Un peu comme ce que j'ai dit pour le Bayern, par exemple. On voit que Kompany amène de la stabilité et un réel plan de jeu dans cet effectif. Luis Enrique, c'est un peu pareil, donc laissons-lui le temps. Là, il n'y a aucune honte à sortir contre Liverpool. Je veux dire, pour moi, ils ne vont pas le faire. Je pense que Liverpool a plus d'expérience en Ligue des Champions, en phase à élimination directe. Et du coup, je pense que Liverpool aura l'avantage face à ce Paris Saint-Germain qui est quand même inexpérimenté par rapport à ce club de Liverpool. Malgré ça, il ne faudra pas juger cette saison sur cette défaite, mis à part s'ils prennent une claque aller-retour par exemple, on dira peut-être qu'il manque quelque chose encore à ce Paris Saint-Germain. Mais pour moi, ils vont être loin d'être ridicules, ça va se jouer 1-2 buts sur la double confrontation. Mais voilà, donc je les vois sortir en 8ème de finale, mais la tête haute, et ce qui viendrait du coup conclure une saison prometteuse, je pense, du côté du Paris Saint-Germain. C'est le mot. C'est les promesses que nous donne ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique, qui a su redonner foi au projet de jeu et au club, tout simplement, envers ses supporters. On sait que le Paris Saint-Germain est un club extrêmement populaire. Et voilà, moi je pense que tout le monde est content de voir, même les anti-PSG, je les vois un petit peu amadoués, si je puis dire, par cette équipe. Ce PSG est séduisant en fait. C'est ça, voilà. Il donne envie de le regarder, il y a des jeunes joueurs qui ont faim, et c'est en fait, je dirais, qui brise justement un peu tous les clichés qui collaient à la peau justement des joueurs de la capitale. Exactement, mais ça vient conclure en tout cas cette vidéo, on a pris beaucoup de plaisir à se plonger au cœur de la tactique de Luis Enrique, de ce nouveau Paris Saint-Germain sans les Avengers qui étaient Kylian Mbappé, Neymar, Messi, etc. On aura l'occasion très très vite de reparler de ce PSG. On aura probablement un react à la journée de Ligue des Champions, 8ème de finale aller ou retour, on verra quand on en reparlera. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini d'en parler cette saison. Mais voilà les amis, ça sera tout pour nous aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié cette 3e analyse sur notre chaîne YouTube. Les supporters parisiens, on espère vous avoir donné un peu à manger avant ce gros choc de Ligue des Champions face à Liverpool. En tout cas, nous, on a été séduits, on est séduits vraiment par ce nouveau projet de jeu de Luis Enrique. On espère que ça va continuer dans ce sens-là. En attendant les amis, on vous souhaite une excellente semaine de Ligue des Champions. Continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez la vidéo et surtout n'hésitez pas à débattre en commentaire. Ça c'est, comme on vous le rappelle, essentiellement le but de cette chaîne YouTube. On adore parler football matin, midi et soir entre nous et avec vous. Voilà les amis, on vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous et à bientôt. Salut. Ciao ciao.